Alors, Malek Benabi est né le 1er janvier 1905 à Constantine et il est mort le 31 octobre 1973 à Alger. Durant sa vie, il a séjourné dans plusieurs pays, en Algérie, en France et en Égypte. Il a connu, si on veut le resituer sur le plan historique, quatre grandes périodes, notamment dans l'histoire de la France, mais aussi de l'Algérie, coloniale puis indépendante. La première période, 1905 jusqu'à la Première Guerre mondiale, il va vivre l'apogée du colonialisme français en Algérie. Ensuite, il va vivre également cette deuxième période de l'éveil de la conscience musulmane dans l'entre-deux-guerres. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, il va participer et commence à écrire en tant qu'écrivain durant cette émergence du mouvement national algérien et cette lutte pour l'indépendance nationale. Et enfin, cette période allant de 1962 à 1973, l'indépendance de l'Algérie et la reconstruction du pays. Historiquement, il est contemporain, il est en débat avec des écrivains comme Albert Camus, mais aussi Kateb Yassine. Il est également en lien contemporain et en débat avec des idéologues comme Frantz Fanon, mais aussi Ali Shariati. Il est également contemporain en débat avec des islamologues comme Louis Massignon et aussi le Cheikh Dras de l'Université d'Al-Azhar. Et enfin, il est aussi en lien avec des imams et des penseurs réformistes, mais en même temps dans une démarche comme Al-Fassi au Maroc, mais le Cheikh Ibn Badis. Et enfin, on pourrait, pour le situer, terminer sur sa proximité, son débat, ses échanges avec Nasser et Sadat. Son originalité, et je terminerai là-dessus pour cette première question, c'est qu'il se situe à cheval, au croisement d'un réformisme musulman orthodoxe incarné par le Cheikh Ibn Badis, et en même temps, il appartient à toute cette nouvelle génération d'écrivains algériens, musulmans, d'expression française. Alors, pourquoi je me suis intéressé à sa vie, c'est que j'ai d'abord découvert l'œuvre avant de connaître les éléments biographiques de sa vie et sa pensée m'a paru très actuelle. J'ai naïvement pensé qu'il était encore en vie, parce que je ne le connaissais pas. Et je me suis rendu compte que non seulement il était mort depuis déjà plus d'une trentaine d'années, mais que sa pensée, elle était d'actualité. Euh, J'étais d'ailleurs même très surpris de voir que bien avant un Emmanuel Todd ici en France, il avait déjà dans ses écrits, alors qu'il est mort en 73, anticipé la potentialité de la chute du communisme. Il avait également anticipé la condamnation à mort de Saïd Qutb et les conséquences désastreuses vis-à-vis du pouvoir égyptien. On pourrait citer également la volonté de sa part, à travers l'œuvre de l'afro-asiatisme, de faire en sorte que le monde musulman prenne exemple sur le plan économique, politique, exemple sur l'exemple chinois, mais également indien. Et on se rend compte que 30, 40, 50 ans après, il n'avait pas forcément tort. Et son projet de Commonwealth islamique, c'est-à-dire une espèce de réunion des pays musulmans ou des sociétés majoritairement musulmanes, me paraissait comme d'une actualité saisissante. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était mort, puis qu'il y avait eu que les musulmans de France connaissaient très peu la pensée de Malek Benabi, et les Algériens en particulier. Deuxièmement. Troisièmement, je me suis rendu compte également qu'il y avait aussi très peu de recherche universitaire. Au moment où je commence à m'intéresser à effectuer mes travaux de recherche sur Malek Benabi, on n'a que 2 thèses répertoriées en France et un petit travail de master. Donc je me rends compte qu'il y a, au vu de la qualité de sa réflexion, une injustice qu'il soit peu mis en avant, peu connu, euh, et en même temps très peu de recherche universitaire. Je commence à organiser des séminaires universitaires avec ses disciples et je me rends compte que même avec tout le travail qui a été fait de la part de ses disciples, qui a été salutaire, hein. Je pense à Nourdine Bokro, je pense à Abdelrahman Ben Amara, les frères Ben Aïssa, qui ont fait un travail de transmission remarquable, mais je me rendais compte que ça n'allait pas au-delà d'une approche universitaire, critique de l'œuvre, remettre dans son contexte algérien,
d'après-guerre un Malek Bennabi, mais aussi de remettre également la pensée de Malek Bennabi dans un contexte des doctrines et des courants de l'islam contemporain. La méconnaissance peut s'expliquer historiquement. Tout d'abord, Malek Bennabi, alors qu'il donnait un titre générique à son œuvre, Les problèmes de civilisation ou de la civilisation, euh, son troisième ouvrage, en 1949, Les conditions de la Renaissance, lui permet véritablement de rentrer dans le, dans le, la vie intellectuelle algérienne, donc une société colonisée par la France. Et il rentre de plein pied avec son concept de colonisabilité qui sera malheureusement extrêmement mal compris. On aura l'occasion de revenir sur ce concept clé de l'œuvre de Malek Bennabi. Mais à ce moment-là, il y a comme un espèce de divorce qui se crée un petit peu entre des têtes du mouvement national algérien qui émergent et l'envie d'un intellectuel de poser de la réflexion, et que pour lui, le mouvement national algérien ne pouvait pas se limiter uniquement à un slogan de l'indépendance, ou en tout cas de mobiliser autour de l'idée clé de l'indépendance, mais qu'il fallait déjà voir, si vous voulez, l'étape d'après. Et donc, il fallait poser la question de la colonisabilité, donc ce constat des carences sur le plan endogène. On aura l'occasion d'y revenir. À ce moment-là, il y a un divorce. Lui-même ne réagit peut-être pas forcément pour expliquer. Il est aussi blessé parce qu'il est aussi à travers avec sa plume, il est dans une démarche de vouloir contribuer à ce mouvement national algérien et à cette libération nationale, mais on va considérer que ce concept finalement, est une forme je donnerai l'image d'un chèque signé en faveur du colonialisme, d'une concession en forme du colonialisme. Et là, il y a une distance qui s'effectue. Et là, on a un Malek Bennabi qui est dont sa pensée est extrêmement bien reçue dans le monde musulman, mais moins bien dans la société algérienne, et notamment auprès de ce mouvement national algérien, puis du FLN. Donc là, on a un premier élément de compréhension pourquoi l'œuvre de Malek Bennabi est quelque part passée sous silence. On le compare à ce moment-là avec un Frantz Fanon, qui lui va déconstruire le colonialisme et donc donner des armes au mouvement national algérien, alors que Bennabi en donne également, mais parce que colonisabilité, il est moins crédible sur cette question-là. Troisième point, il a aussi des divergences de fond avec un mouvement qui est important, qui va jouer un rôle également important, l'association des Ulama, et notamment après la mort du Cheikh Ben Badis en 1940. Son approche de l'islam, alors qu'il s'inscrit lui-même dans le réformisme national algérien, avec sa singularité et ses critiques, elles sont mal prises par le mouvement, donc on ne va pas forcément lui donner les moyens. Et d'ailleurs, il se plaindra de la réception de l'œuvre, sa première œuvre, Le phénomène coranique, dans un milieu qui normalement aurait dû porter cette œuvre-là. Malek Bennabi se plaint d'avoir finalement très peu de soutien de la part de l'association des ulama. 1954-1962, on a le FLN qui émerge et qui le mettra de côté. Après l'indépendance, on voit qu'il y a une volonté de la part du premier président algérien pour essayer de le mettre en avant, mais on a un coup d'État de la part de Boumedienne en 1965, qui est plutôt frileux par rapport à sa pensée. Et on a un vrai décalage entre vraiment la réception de l'œuvre de plus en plus grande dans le monde musulman et le peu d'ouverture que l'on donne à un intellectuel comme Malek Bennabi. Il s'en plaindra d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Et jusqu'à la fin de sa vie, chez lui, il va essayer de former des disciples, à la fois en transmettant un séminaire de sa pensée en langue arabe et en langue française le week-end chez lui à Alger. Et ça va être tous ces disciples qui vont essayer de promouvoir un petit peu sa pensée. On a également le gouvernement algérien qui va mettre en place le séminaire d'introduction à la pensée islamique, et donc Malek Bennabi est l'un des premiers mentors. Donc on entend parler de lui, mais on connaît très peu l'homme et très peu son œuvre. Il va y avoir aussi progressivement, à partir de la révolution iranienne,
et la Velayat al-Faqih de Khomeini et cette volonté de la part de l'Iran de vouloir, sur le plan idéologique, transmettre cette réflexion, non pas uniquement à l'Iran, mais dans le monde musulman. Et on va avoir les pétromonarchies, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, qui vont se retrouver du coup un peu démunis sur le plan idéologique. Et on a la pensée de Malek Benabbi qui revient sur le devant de la scène. On a le financement de la part de toutes ces pétromonarchies, de l'Institut international de la pensée islamique, de l'ICESCO pour essayer de contrer aussi. Donc il y a Malek Benabbi est aussi instrumentalisé dans ce cadre d'une lutte idéologique entre des écoles se revendiquant du sunnisme, d'autres du chiisme. Et Malek Benabbi revient dans le devant de la scène, revient dans le devant de la scène aussi à travers les frères musulmans, ce qui est ce qui est un peu, quelque part, un petit peu étonnant, car on sait qu'il y a eu une grosse polémique en Égypte dans les années 60 entre Malek Benabbi et Sayyid Qutb, et pendant une vingtaine d'années, les frères musulmans de manière générale, sur le plan organisationnel, vont boycotter Malek Benabbi. Mais dans les années 80, et étant pris quelque part de court face à un défi idéologique de l'Iran d'Al-Khomeini, retrouve dans la pensée de Malek Benabbi quelque part une manière de sortir de l'impasse dans laquelle Sayyid Qutb avait mené l'idéologie des frères musulmans. Donc, on entend parler de Malek Benabbi, il est traduit de la langue française en langue arabe, mais effectivement, on reste quand même surpris par le peu d'études, notamment dans le contexte maghrébin et français, de l'œuvre de Malek Benabbi. Moi, à titre personnel, je reste encore surpris. C'est des questions que je me pose encore et que je ne m'explique pas. Alors, les idées et les concepts clés de la pensée de Malek Benabbi s'inscrivent dans un contexte. Malek Benabbi émerge et commence à penser dans une société colonisée. Dans laquelle l'idée très présente, notamment à partir du 100e anniversaire de la colonisation française en Algérie, donc à partir de vraiment dans les débuts des années 30, on a cette idée que l'islam serait responsable du retard civilisationnel du monde musulman, donc de l'Algérie, et que dans une idée, une approche très hegélienne de l'histoire, parfois même un peu contiste, il y a cette idée que l'islam, les musulmans doivent s'éloigner de l'islam pour retrouver un petit peu pour relancer sur le plan civilisationnel, en tout cas refaire l'histoire à nouveau. Il y a un besoin pour le monde musulman de s'éloigner de l'islam. Et lui partira, si vous voulez, à contre-courant. En tout cas, il va faire ses recherches dans ce contexte-là. Et il va se dire, mais on dit que l'islam serait la cause du retard civilisationnel musulman. Chiche, moi je vais aller à contre-courant de cette idée-là. Et donc il va faire une investigation historique. Il va revenir sur l'histoire de la civilisation musulmane et il va théoriser 5 grandes étapes. La première, c'est au moment où le prophète de l'islam, donc 622, commence à prêcher l'islam jusqu'après sa mort à la bataille de Siffin, donc en 657. Et on a pendant environ entre 3 à 4 décennies, on a ce qu'il va théoriser comme la phase de l'âme. C'est-à-dire que les musulmans sont portés par un élan spirituel irrésistible. Cet élan spirituel crée une identité spirituelle et une cohésion dans cette société musulmane, et en particulier à partir de l'expérience médinoise du temps du prophète de l'islam. Premier point. Deuxième point, la bataille de Siffin arrivant, on a la conscience et la société musulmane qui se divisent en deux, selon lui. Et donc, on va avoir d'un côté les partisans de Ali et les partisans de Muawiyah. Et pour lui, le fait que des compagnons du prophète de l'islam, qui étaient morts il y a à peine une vingtaine d'années, qu'ils puissent s'entre-déchirer de la sorte, pour lui, il va quelque part
considérer que c'est la conscience musulmane, la société musulmane qui se déchire. Et qu'à partir de là, l'histoire de l'islam, finalement, c'est, en tout cas tel que lui l'imagine, cette histoire de l'islam, finalement, dans ses potentialités, les potentialités sociales, civilisationnelles de l'islam, s'arrête là, pour engager une deuxième phase, la phase de la raison. Et pour lui, la bataille de Siffin met fin à un âge d'or de l'islam. Et là, on voit la perspective très réformiste qui considère que, hors la période des du prophète de l'islam et des 4 califes, le monde musulman rentre déjà finalement dans une forme de décadence. Lui considérera qu'à partir de 657 jusqu'au milieu du XIIIe siècle, donc à la fois la chute de Bagdad, puis dans le côté occidental du monde musulman, la chute des Almohades, donc 1258, chute de Bagdad, 1269, la chute de la dynastie des Almohades. On a finalement le monde musulman qui est touché dans son Orient et dans son Occident, et qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans une troisième phase, la phase du déclin, la phase des instincts primitifs, la phase où la société musulmane se désagrège. C'est intéressant aussi, je reviens sur la phase 2, Cordoue et Bagdad ne sont pas des summums de la civilisation pour lui. C'est important de le rappeler. La phase 3, pour lui, la société musulmane se désagrège progressivement. Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, vient quelque part faire un peu l'inventaire de la civilisation musulmane, laisse une œuvre exceptionnelle, la Muqaddima, et qu'à partir de la mort d'Ibn Khaldoun jusqu'au 1830, l'avenue des Français en Algérie, le début de la colonisation française en Algérie, on rentre progressivement dans une colonisabilité. Et on ne parle jamais de l'Empire ottoman et on ne parle jamais des confréries soufis, si ce n'est pour considérer que le soufisme est en fait finalement serait représenté par finalement le maraboutisme, et donc c'est une manière de décrédibiliser quelque part le soufisme et le mysticisme de manière générale, et de considérer qu'à partir du moment où dans le monde musulman nous avons des confréries soufis, c'est aussi un déclin supplémentaire du monde musulman. Quatrième période, c'est là aussi où dans son analyse de la philosophie de l'histoire, il va à contre-courant. La colonisation arrive dans un contexte et vient à son insu. Il considère que le colonialisme vient à son insu, quelque part faire craquer une société décadente, une société musulmane, algérienne, maghrébine, décadente, et que le colonialisme joue à son insu un rôle salvateur, c'est qu'il vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, si je peux me permettre l'expression. Il va y avoir une cinquième étape, c'est que le colonialisme arrivant, les premières résistances comme celle de l'émir Abdelkader sont complètement éludées, on ne les analyse pas. En revanche, l'appel de Jamal Din Afghani et Mohamed Abdou de Paris, avec la revue Al-Urwa Al-Wuthqa, sont considérés comme le début du réformisme, avec deux tendances. Une tendance moderniste qui va prendre exemple sur le monde occidental tel quel, en disant il n'y a qu'à prendre exemple sur l'Occident et nous allons retrouver le chemin de la civilisation, et une autre sensibilité qui va considérer, les deux d'ailleurs après Mohamed Abdou, qu'il faut revenir à l'âge d'or de l'islam, donc la salafia, l'épopée prophétique plus celle des 4 grands califes, et créer un lien et reconnecter avec la civilisation telle qu'on l'entend depuis Turgot au XVIIIe siècle en Europe, et notamment dans la philosophie des Lumières. Donc c'est intéressant de voir que lui, il analyse ces 5 périodes-là, et dans son livre « Les conditions de la Renaissance et vocation de l'islam », il considère que ces 2 sensibilités de l'islam ne vont pas assez loin dans leur réflexion. C'est-à-dire que tant pour la sensibilité réformiste, on ne va pas au-delà des choses apparentes de la civilisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'aux archétypes du modèle occidental. Et de l'autre côté, on ne va pas non plus
aussi loin dans l'archétype de l'exemple des premiers salafs, des premières générations de l'islam. Et donc, il y a une pensée de l'entre-deux que lui critique, et il apporte une troisième voie avec une perspective civilisationnelle. Il considère ces trois niveaux de réflexion que l'idée religieuse, que toute idée religieuse, christianisme, judaïsme, totémisme compris, ce sont des idées religieuses. Donc il met le monothéisme, le polythéisme, il considère ça comme des idées religieuses et qu'elles sont à la base de toute épopée de l'histoire. C'est-à-dire que pour lui aujourd'hui, et c'est là où il se distingue de quelqu'un dont il s'inspire beaucoup Ibn Khaldoun, qui considère que c'est la Rassabiyya qui est le moteur de l'histoire et que la dimension religieuse vient qu'après. Malek Benabi prend Ibn Khaldoun à contre-courant et considère au contraire que c'est d'abord l'idée religieuse qui fait l'histoire. Deuxièmement, sur le plan de la culture, il faut réformer la culture avec une démarche de filtre. Nous filtrons les idées mortelles venant de l'Occident, en tout cas considérées comme mortelles, et donc on ne remet pas en cause forcément la modernité, mais on fait un travail sélectif de filtre. Et de la même manière, vis-à-vis du patrimoine musulman, Malek Benabi veut que les musulmans luttent contre les idées mortes de la tradition musulmane. Et enfin, cette perspective civilisationnelle, comment, dans une Algérie colonisée et dans un monde musulman qui est aussi encore colonisé, en tout cas le Maghreb, comment proposer un projet de société qui soit dans une perspective civilisationnelle, mais également, dans un deuxième temps, comment ce monde musulman et l'islam en tant que message spirituel, comment peuvent-ils contribuer à une civilisation musulmane qui est à l'œuvre et contribuer à l'enrichir tant intellectuellement que spirituellement. Sur la colonisabilité, comme je le rappelais, sa thématique à lui, c'est les problèmes de civilisation. Et il considère que la colonisabilité est un point important et que ça doit être le point de départ de toute tentative de réforme. Et c'est là où un Malek Benabi va prendre exemple va considérer effectivement que l'âge d'or de l'islam, c'est les premières générations. Mais ce qui est peut-être intéressant, et là où il va encore peut-être un peu plus loin, c'est qu'il veut, et il le dit lui-même, rattacher ce retour aux sources avec cet esprit cartésien pour retrouver de l'efficacité. Et son originalité dans sa pensée, elle est là. Alors pour lui, même si on est dans une société colonisée, même si on critique, et il le fait, le colonialisme, ça ne suffit pas. Lui, il le fait également dans une perspective à la fois spirituelle et dans une perspective historique. Et il considère, en partant, comme les réformistes, d'un verset coranique, d'ailleurs qui sera le credo du réformisme, la sourate 11, verset 13, « Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a en lui-même, en son âme, selon les traductions. » Et donc, pour lui, la réforme a un sens. On part effectivement des carences sur le plan endogène et on aborde ensuite, simultanément, après, mais dans un ordre bien établi, les facteurs exogènes. Et là, on va pas et là où le mouvement national algérien, là où il va y avoir en fait de l'incompréhension, c'est que peut-être a-t-il été naïf? Peut-être pensait-il qu'en écrivant, on lui donnait déjà une caution d'intellectuel engagé dans la lutte. Il va avoir cette phrase, mais qu'il faut comprendre dans l'ensemble de son œuvre, si nous avons été colonisés, c'est que nous étions colonisables. Et c'est vrai que si nous prenons cette phrase et si nous la sortons de son contexte, elle peut être choquante si on essaye de se remettre dans le contexte actuel. Sauf qu'il y a toute une réflexion, toute une philosophie de l'histoire derrière. Et donc, si nous avons été colonisés, c'est parce que nous étions colonisables. C'est qu'avant même le colonialisme de la France et des pays européens, le monde musulman somnolait, n'était plus à la hauteur du message de l'islam. Et donc, une fois que l'on ramène cette phrase dans une réflexion de philosophie de l'histoire, et que l'on la met dans le contexte de son œuvre, on la comprend mieux. Et c'est vrai que peut-être qu'il y avait effectivement un travail à faire. Au même moment, on a également un écrivain comme Albert Memmi, ou même un Frantz Fanon qui va dire au contraire, il faut d'abord lutter. Et c'était la pensée dominante de cette époque-là, qu'il fallait, pour lutter
et faire en sorte que nous sortions, nous colonisés, de notre situation de colonisés, il fallait mettre, il fallait mettre fin, à travers notre engagement contre la lutte coloniale, pour la lutte coloniale, il fallait mettre fin à la colonisation. Et donc, il fallait s'unir autour d'un objectif commun, c'est-à-dire la lutte contre le colonialisme. Et qu'une fois que le colonialisme allait être chassé de nos sociétés, nous allions pouvoir, et nous aurons en tout cas l'occasion d'aborder les questions de colonisabilité. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de recul pour analyser la réflexion de Malek Bennabi. On ne l'accueille plus aujourd'hui comme les gens qui étaient engagés à faire l'histoire pouvaient l'accueillir. On se rend compte que aujourd'hui, en Algérie, même dans les pays musulmans, finalement, la question de la colonisabilité, de voir ce qui n'a pas un peu, à un moment donné, marché sur le fait, effectivement, que les musulmans ont été dépassés sur le plan historique, alors qu'ils ont beaucoup contribué à la civilisation occidentale, ce sont des choses qui ne sont pas posées, même encore aujourd'hui, dans le monde musulman, en tout cas très peu. On se rend compte également que le fait qu'il ait vraiment voulu, avec beaucoup de conviction en tant qu'intellectuel, de vouloir, avant même que l'Algérie soit indépendante, de poser la question de la colonisabilité, on se rend compte que c'était courageux et qu'il avait aussi raison, quelque part, de poser cette question. En vérité, la pensée de Malek Bennabi, elle est gênante et on pourrait citer, pour différentes raisons, c'est une pensée qui reste gênante. C'est une pensée qui interroge les partisans du réformisme. C'est une pensée qui interroge les orientalistes. C'est une pensée qui interroge les leaders nationalistes. C'est une pensée qui peut déranger les gens qui vont avoir une approche qui sépare aussi quelque part le religieux du civilisationnel. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui va... Il y a une continuité, il n'y a pas de séparation. Donc pour un certain nombre d'acteurs, il est aussi gênant pour des gens qui font l'histoire, pour les militants, parce qu'il leur pose la question de réfléchir en même temps que l'on agit sur le plan militant. Malek Bennabi, il avait une petite phrase un peu comme ça, très intéressante. Il a dit: aujourd'hui, les musulmans doivent éviter à la fois la pensée stérile, qui s'adresse aux élites du pays, mais en même temps l'action aveugle. Et là, il envoie quelque part, c'est aussi une critique vis-à-vis du mouvement national et tous ces mouvements nationaux dans les sociétés musulmanes, de se dire attention, il faut des espaces de réflexion. Il faut à la fois pour les militants poser, c'est pas une perte de temps que de réfléchir. Et en même temps de dire aux intellectuels de ce pays-là, attention, l'action, c'est pas quelque chose qui est à séparer de la prise de position. Pour lui, on s'engage avec sa plume. Et donc, pour tout un tas de raisons, en fait, on se rend compte qu'il a eu, que c'était une pensée qui était gênante. Aujourd'hui, son concept de colonisabilité est mieux compris, je pense. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération, dans le cadre de la pensée confessante, qui s'approprie sa réflexion. On a des colloques qui se font également sur le plan de la réflexion. On le cite également davantage dans les recherches universitaires. En 2014, par exemple, en Algérie, il y a eu toute une réflexion autour de l'apport en sciences humaines de la pensée de Malek Bennabi. Et je trouve ça effectivement que ça va dans le bon sens. Et mon travail de recherche, qui est aujourd'hui publié aux éditions du CERF, qui est intitulé Vocation civilisationnelle de l'islam chez la pensée de Malek Bennabi, s'inscrit également dans cette dynamique de faire en sorte que la pensée de Malek Bennabi puisse avoir la réception qu'elle mérite, la réception sur le plan intellectuel, à la fois en Algérie, dans le monde musulman, mais aussi en France. Car Malek Bennabi a pensé dans une société colonisée par la France. C'était un contemporain d'Albert Camus et de Frantz Fanon. Et donc tout l'intérêt d'un Malek Bennabi de penser l'islam en tant que religion et civilisation en langue française, alors que c'est la langue du colonisateur, dans une société colonisée
qui en principe aurait, normalement, en principe, un Malek Benabi aurait dû surtout écrire en langue arabe, pour penser une Algérie colonisée. Et Malek Benabi, jusqu'en 1953, il pense encore une société où musulmans et colons, avant même 1954, puissent vivre ensemble. Et avec une perspective civilisationnelle. Pour toutes ces raisons, c'est quelqu'un qui mérite d'être étudié également dans les travaux d'un Jean Dujeu sur toute cette littérature algérienne, musulmane, maghrébine, d'expression française. Donc mon livre, mes recherches s'inscrivent dans cette volonté-là. Et en même temps, parce que je suis aussi un penseur engagé, un intellectuel engagé, je pense que la réflexion d'un Malek Benabi, dans ce renouvellement de la pensée théologique, la pensée islamique à laquelle nous appelons de nos voeux, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur Malek Benabi. Pour moi, c'est inconcevable. Il y a besoin de s'inspirer de cette pensée, mais également d'autres pensées, pour deux raisons. La première, c'est qu'il pose, à mon avis, deux questions qui sont encore fondamentales, et je terminerai mon propos là-dessus. C'est qu'il pose la question de comment les musulmans, en tant que groupe humain, peuvent contribuer intellectuellement, spirituellement, économiquement, socialement, éthiquement, moralement à cette civilisation humaine à l'œuvre. Parce que lui, dans sa philosophie de l'histoire, il n'y a plus une autre civilisation qui va succéder à la civilisation occidentale. Aujourd'hui, toutes les anciennes civilisations sont amenées à extirper les idées exclusivistes pour essayer de ressortir la quintessence de leur message, de leurs apports, pour essayer de contribuer à la civilisation humaine. Et le deuxième point, en plus du monde musulman et des musulmans en tant que groupe humain, c'est comment l'islam, après avoir donné sur le plan de la pensée 14 siècles de pensées diverses, d'approches diverses, pensées théologiques, pensées philosophiques, pensées mystiques, différentes écoles juridiques, différentes écoles théologiques. Comment nous sommes capables, quelque part, de sortir l'idée religieuse de sa triple, voire quadruple gang philosophique, mystique, théologique, juridique, comment extraire la quintessence de l'islam et de faire en sorte que l'islam soit un message qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Donc avec une perspective humaniste, métaphysique, cosmopolite, comment faire en sorte que l'islam soit un message qui soit vécu par des musulmans dans une perspective de civilisation humaine et qui puisse apporter à l'ensemble des individus, à l'ensemble de la communauté humaine, peu importe la religion, mais de manière générale à l'humanité.